Voilà, bonsoir madame, bonsoir messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Nous allons donner la parole à deux invités qui sont sur ce plateau. D'abord, je salue la présence de Donald Kabasele, cadre de l'UDPS, et puis coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée. Merci Donald Kabasele d'avoir accepté notre invitation. Plateau que vous avez abandonné il y a plusieurs jours. Merci beaucoup, monsieur le directeur. D'abord, c'est un honneur d'être encore reçu par votre personnalité. Je signale tout en passant, directeur, que c'est par manque de votre invitation que j'ai séché voilà, notre prestigieuse émission. Voilà, nous y sommes. Et donc, je salue tous les combattants de l'UDPS, partout où ils me suivent. Baïké, avec tout le parlementaire debout. Pas seulement les combattants, il faut et puis tout le Congolais, voilà. Les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. En ce moment. Ok, merci beaucoup. Bonsoir également Chris Mukendi, vous êtes de l'AFDC, du professeur Bahati. Et au sein de ce parti, vous êtes secrétaire national chargé de l'implantation, c'est cela? La propagande. Oui, implantation et propagande. Propagande voilà. Simplement. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui. Évidemment, on ne va pas parler FDC comme ça, on ne va pas parler propagande, mais nous allons parler de l'actualité. Et parmi les points d'actualité, nous allons parler de la guerre dans l'est de notre pays. Nous allons parler également des violences communautaires dans le Kouilou, dans le Grabandundu. Nous, avec comme conséquence sur la rentrée scolaire et aussi sur le plan économique. Et nous pourrons évidemment passer à la question brûlante du moment qui est en train de prendre du temps sur le plan de l'actualité. Il s'agit de ce qu'on appelle les émoluments exorbitants des députés nationaux. C'est un problème en fait qui fait chou gras, comme on dit. Donc aujourd'hui, et nous pourrons terminer par quelques questions sur l'organisation des élections et par la CENI. Merci une fois de plus à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, Donald, la situation est toujours instable dans l'est de notre pays et plus particulièrement dans le Nord Kivu, et d'une part avec le M23 et puis d'autre part avec les ADF, ces terroristes ougandais. Et ensuite, il y a également la présence permanente de ces groupes armés qui ne veulent pas déposer les armes. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est l'enlisement ou en fait il y a des efforts, d'après vous, qui sont en train d'être déployés pour une paix définitive dans la région? Merci pour la question. Je garde d'ailleurs une pensée très pieuse pour tous nos compatriotes congolais de l'Est qui tombent dans cette forfaiture qui n'a que trop duré. Et nous pensons que tous les Congolais, épris de paix et de justice, ne peuvent que s'inquiéter et effectivement dénoncer ce massacre. Mais, monsieur le directeur, j'ai besoin de rappeler à notre peuple qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Ça, c'est quelque chose à noter de positif, parce que vous vous rappellerez qu'autant de localités, plus de 56, qui pendant 15 ans étaient aux mains de rebelles, ont été récupérées. Ça, c'est une avancée de taille et il faut mettre ça à l'actif de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez vu avec la mise en place de l'état de siège, parce qu'il faut rappeler que le conflit remonte d'il y a plus de 25 ans. On ne va pas rappeler la triste période de 1994 avec les corridors qui nous a été imposé d'être ouverts, avec les génocides rwandais qui nous a ramené plus de 3 millions de réfugiés avec armes, munitions, chars de combat, enfants et garçons. On a accueilli. Nous souffrons de notre hospitalité. Nous avons reçu ce voisin en nous disant que, écoutez, que les génocides finissent, nos voisins pouvaient reprendre leur pays, ils pouvaient rentrer chez eux et continuer à vivre. C'est devenu aujourd'hui une gangrène, c'est devenu un problème pour nous Congolais qui avions accepté d'accorder cette hospitalité. Sous l'œil vigilant, je l'ai dit et je répète, sous l'œil vigilant des Nations Unies.
C'était les Nations Unies qui nous ont demandé d'être hospitaliers. On l'a accepté et aujourd'hui, nous vivons les conséquences de cette bonne volonté. C'est le prétexte utilisé par les Rwandais. Ce n'est pas un prétexte. D'abord, ce n'est pas un prétexte pour le Rwanda, d'ailleurs. C'est malhonnête pour le Rwanda. Les Rwandais devraient être très reconnaissants au peuple congolais pour seulement cette hospitalité. Aujourd'hui, on justifie les guerres pour dire, le Rwanda par exemple, qu'ils viennent chercher le FDLR sur notre sol parce que cela serait dangereux pour la sécurité intérieure de leur État. Ce qui est un prétexte complètement faux sur toute la ligne. Combien d'opérations ont été menées? Plusieurs. Pour permettre aux Rwandais... Avec les Rwandais eux-mêmes, d'ailleurs. D'ailleurs, eux-mêmes, ils se sont battus sur notre sol. Sur notre sol, oui. Et tout ça, ça a causé des effets collatéraux. Nous avons perdu nos femmes, nous avons perdu nos frères, nous avons perdu nos enfants. Et pourtant, ils se battaient entre eux. L'épisode a avancé jusqu'à ce qu'on a reçu l'ONU chez nous. Parce que l'ONU a compris que complètement, on ne savait pas nous prendre en charge et qu'il fallait venir nous aider, nous assister. On peut se poser une question. Et elle est importante, cette question. Après l'appui de l'ONU, 20 ans après, c'est quoi les résultats? Voilà. Alors, je plantais les décors. Je plantais les décors. Justement. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, avec le président de la République, il y a eu tellement d'avancées au point qu'il y avait nos aéroports, nos aérodromes qui étaient aux mains de rebelles, qui servaient d'ailleurs de base des ravitaillements, des transferts de minerais vers les États voisins, qui ont été récupérés aux mains de FARDC. C'est des avancées à noter. L'état des sièges aujourd'hui a permis de sécuriser, j'étais en train de le dire tout à l'heure, près de 56 localités, et qui se comptent en termes de kilomètres carrés. Ça veut dire qu'il y avait des zones entières de la RDC qui étaient sous occupation pendant tout ce temps. L'état des sièges nous a permis de récupérer ça. Mais nous nous inquiétons effectivement, ce qui est normal, que pourquoi ces petites zones d'influence ou de tension persistent jusqu'aujourd'hui. Ça persiste. Et pour ça, et pour ça, on va y arriver. Alors, Chris, il y a également non seulement les FDLR, mais nous avons également les ADF qui sont d'origine essentiellement ougandaise, et nous sommes en mutualisation de forces avec les Ougandais. Est-ce qu'on peut encore espérer sur la présence de ces troupes officielles ougandaises sur notre sol? Voilà, merci beaucoup pour la question. Et je crois que le chef de l'État, avant de prendre une décision, il se réfère à la Constitution de la République. Cette Constitution qui lui donne le pouvoir d'agir en notre nom à nous tous. Je note que lorsque le chef de l'État prend des décisions, il y a parfois des tollés politiques pour dire que telle décision n'est pas la bonne. Pourquoi il a mutualisé les forces avec le Rwanda? Pourquoi il a mutualisé les forces avec l'Ouganda? Alors que ce sont les pays agresseurs. Je voudrais dire ici qu'il y a un seul chef d'État, et lorsqu'il décide pour les destins de la République, il prend les bonnes décisions. Et s'il faut demain réagir parce qu'il aura pris de mauvaises décisions, c'est à l'urne que nous saurons. Mais aussi, on dit en français que la fin justifie les moyens. Mobutu disait, s'il faut même signer un pacte avec les diables pour ramener les paix au Zaïre, il signera de pacte. Donc aujourd'hui, ce qui importe pour nous, c'est la paix. L'insécurité à l'Est n'a que trop duré. Et toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir ramener la paix dans le pays sont de voies à exploiter par les gouvernements congolais. Donc moi j'ai dit, on ne peut pas interdire au chef de l'État de prendre ces genres de décisions, de mutualisation des forces, dans la mesure où la Constitution ne l'interdit pas. A apporté quelque chose sur le terrain. Mais justement, il faut rappeler aussi, parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi ne pas aller vers l'Angola? Pourquoi ne pas aller vers d'autres pays? Pourquoi il faut forcément les pays de l'Est? Il y a aussi des difficultés en termes, parce qu'il faut regarder les pays sur les plans géographiques. Comment se situent nos pays voisins? On ne peut pas comprendre si on doit bénéficier de la logistique qui doit venir, par exemple, de l'Angola,
vous voyez comment cette traversée pourra se faire, les difficultés en termes de moyens aériens qui devront être utilisés. Mais lorsque nous mutualisons des forces avec l'Ouganda, il y a une voie terrestre qui permet à ce que facilement nous pourrions passer par l'Ouganda pour acheminer les matériels de guerre au Congo. Et ils connaissent bien le terrain? Le terrain, j'imagine, parce que nous sommes des pays frontaliers. Vous savez qu'il y a des coins de la République démocratique du Congo qui utilisent la monnaie ougandaise. Et puis c'est le même relief pratiquement. C'est les mêmes. En tout cas, j'ai dit, lorsque vous êtes par exemple à Aru, lorsque vous êtes à Mahagi, vous ne sentez pas que vous êtes dans la proximité entre les deux États. Vous ne connaissez même pas la limite. Il y a des enfants qui jouent au football ici et le ballon entre en Ouganda. Donc, j'ai dit, s'il faut mutualiser les forces avec ces pays voisins, dans l'essence de ramener la paix au Congo, je crois que ces opérations sont des opérations conjointes, mais au nom aussi de la solidarité africaine. Nous sommes membres de l'Union africaine. Nous sommes membres de toutes les organisations interrégionales, des organisations régionales qui permettent à ce que... Et dont l'EAC qui doit déjà déployer ses troupes dans l'Est. Je n'ai pas saisi. La communauté des États de l'Afrique de l'Est, où nous sommes membres. Mais justement... Donc les troupes sont en train de se déployer là. Mais justement, je disais tout à l'heure que tous les moyens qui s'offrent à nous pour pouvoir ramener la paix sont de voies à exploiter. Mais aussi, au nom de la solidarité entre les États, le Congo a eu à intervenir au Burundi lorsque le Burundi avait connu de problèmes par le passé, à l'époque d'Isaïr. Et aujourd'hui que nous sommes agressés, il est tout à fait normal, au nom du panafricanisme, au nom de la solidarité africaine, que nous puissions aussi... La question qui se pose le plus, est-ce que l'Ouganda est un partenaire sincère? On dit que les États n'ont pas... C'est un État qui nous a attaqués. Il faut rappeler l'histoire. Parce que si on doit se référer seulement à l'histoire, l'Allemagne est aujourd'hui en collaboration avec la France, avec qui ils ont connu un passé tumultueux. Donc on ne peut pas continuer à se référer au passé pour gâter les relations alors que nous avons des possibilités aujourd'hui de pouvoir faire la paix avec les pays voisins, mais aussi mutualiser nos forces. Moi j'ai dit, les relations diplomatiques sont dynamiques. Les relations avec le pays rwandais, aujourd'hui nous sommes en guerre avec le Rwanda, mais il n'en sera pas éternellement ainsi. Demain, nous serons en paix avec le Rwanda. Il y a des Congolais qui habitent le Rwanda. Il y a les proximités entre Goma et Rubavu qui permettent à ce qu'il y a des Congolais qui habitent à Gisenyi, qui viennent le matin travailler à Goma, qui retournent le soir à Gisenyi. Donc, c'est la même chose avec Kampala. Il y a beaucoup de Congolais qui habitent là-bas, qui viennent au Congo pour y travailler. Donc, j'ai dit, nous sommes obligés de collaborer. Il faut parfois, c'est vrai qu'on dit les États n'ont que des intérêts, mais notre intérêt aujourd'hui, c'est de mutualiser pour ramener la paix. Nous allons dans cette relation avec l'Ouganda, non pas pour leur faire de doux yeux. Nous y allons parce que nos intérêts sont garantis. Oui. Nous sommes tenus, obligés de ramener la paix au Congo. Et donc aussi, Donald, il faut réactiver beaucoup plus le côté diplomatique, comme a dit Chris. Non, mais écoutez, c'est ce côté diplomatique qui finalement nous oblige de coopérer, même avec ce qu'on peut considérer, certainement à une certaine mesure, comme ennemi de ce pays. Les Congolais, c'est vrai qu'ils ont, après tous ces affres, vous voyez, les Congolais s'inquiètent et c'est légitime qu'ils s'inquiètent. C'est légitime que les Congolais qualifient tel ou tel voisin d'ennemi de notre pays. Mais est-ce que c'est ça le problème? Le problème, ce n'est pas de compter sur la sincérité ou non d'un partenaire. Notre problème, c'est la paix. Donc, pour cette paix-là, on est capable d'aller à Kampala, d'aller à Kigali, d'aller n'importe où pour la retrouver. Parce que, ne nous leurrons pas, tous les États voisins du Congo s'inquiètent. Ils s'inquiètent en disant que, ben écoutez, le problème de l'insécurité du Congo cause une insécurité dans la région du Grand Lac et par ricochet des autres pays qui avoisinent le Grand Lac. Donc ça veut dire que cette problématique de la sécurité devient une problématique régionale. Ça veut dire que chaque État se trouve concerné. De telle sorte que vous êtes la RDC,
Vous n'allez pas vous réconcilier, vous dire, ben écoutez, c'est seulement nous, on va s'occuper de notre sécurité, on n'a pas besoin des autres. Non. Alors, il y a un phénomène qui est connu dans le monde aujourd'hui, les terrorismes. Nous avons vu des terroristes revendiquer certains crimes dans la partie Est. Ils en ont commis de bévues de l'autre côté auprès de nos voisins. C'était aussi un argument pour nous, pour dire aux voisins, écoutez, ce que vous créez aujourd'hui en RDC, vous ne savez pas ce que ça peut vous coûter vous-même. Le Rwanda est toujours derrière le M23, mais continue toujours à clamer son innocence et rétorque que ce qui se passe dans l'Est là, dans le Nord Kivu, c'est une affaire congolo-congolaise. Non, mais le Rwanda... Malgré le rapport des experts de l'ONU. Non, c'est une lâcheté. Permettez le terme. C'est une lâcheté pour le Rwanda de ne pas reconnaître ses crimes. À ce stade, le Rwanda n'a pas de raison de nier les crimes qu'il a commis sur le sol congolais ou l'occupation dont le Rwanda est propriétaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'avis des officiels congolais. Aujourd'hui, il y a les experts de l'ONU. Même si on peut critiquer le fait que les experts qui sont venus enquêter après vont découvrir effectivement l'implication du Rwanda et la MONUSCO avec laquelle on dort, on se réveille, on travaille ensemble, a refusé de reconnaître ces crimes. Alors ces experts, c'est déjà une avancée pour l'ONU parce que nous n'adressons pas des critiques à l'ONU parce qu'on n'a pas besoin de l'ONU. Pas du tout. Nous adressons des critiques à l'ONU pour démontrer notre ras-le-bol. Dire à l'ONU qu'on ne peut pas comprendre qu'en tant que nation, en tant que citoyens du monde, les Congolais vivent les affres sous votre supervision. Alors, on était très contents d'apprendre que les experts de l'ONU qui ont documenté des rapports ont effectivement certifié la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Alors, on ne voulait pas que ça se limite à une simple déclaration, une simple reconnaissance. On devrait foncer pour aller un peu plus loin. D'accord, mais à quand les sanctions de la part de l'ONU aujourd'hui? C'est cette injustice que nous déplorons et nous dénonçons. Ici, c'est la scène nationale. Les gens meurent, mais à l'ONU, on n'est pas pressé. Monsieur le journaliste, la même situation que connaît la République démocratique du Congo, c'est la même que connaît l'Ukraine et la Russie. On ne peut pas comprendre que plus de 20 milliards sont dépensés pour l'Ukraine, qui ne fait pas 6 millions de morts. On n'est pas en train de minimiser nos morts. Mais nous disons que nous avons connu plus de 6 à 10 millions de morts ici. Ça devrait beaucoup plus intéresser l'ONU. L'ONU devrait se montrer très clémente, comme elle le fait pour l'Ukraine, comme elle l'a fait pour la Libye, comme ils l'ont fait pour les autres nations du monde. Et cette léthargie, réserve, inquiète tout le monde. C'est pourquoi vous avez vu nos compatriotes, monsieur le journaliste, s'en prendre aux éléments de l'ONU. Et donc l'ONU doit corriger. Parce que là, on ne peut pas comprendre. Mais cette lenteur est nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce propos-là? Non, mais vous savez... Ça fait déjà plus de mois depuis que les experts de l'ONU avaient constaté la présence rwandaise sur le sol congolais. Le Rwanda, donc, la présence, oui, des troupes rwandaises. Le Rwanda continue à nier jusqu'à ce jour. Les sanctions ne suivent pas. Et pendant ce temps, il y a activité sur le terrain. Vous savez, il ne faut pas oublier l'histoire de notre pays. Déjà en 1960, Lumumba parlait de la balkanisation du Congo. Oui. Il ne faut pas oublier, dès l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a un projet qui existe pour fragiliser les Congos. Il y a un projet qui existe pour balkaniser ces pays. Donc c'est un complot, vous voulez dire? C'est un complot à l'international. Et ce complot va passer par qui? Ce complot passera par des pays voisins qui sont utilisés, qui sont armés, qui sont pourvus en termes logistiques pour matérialiser ces plans. Et je crois que ça doit habiter tout Congolais, ces projets. Lorsqu'on s'en meut du fait que la communauté internationale ne sanctionne pas les Rwandais, mais quel est le rapport que la communauté internationale entretient avec les Rwandais sur les Congos? C'est là la vraie question aussi qu'on doit se poser. On attend tous que la communauté internationale se prononce, mais n'oublions pas cet aspect que la communauté internationale, déjà, qui s'incarne en RDC
à travers la MONUSCO, a montré aussi ses limites à pouvoir nous aider à résoudre la question de l'insécurité à l'Est. Donc, au-delà du fait que la communauté internationale ne sanctionne pas, nous-mêmes, Congolais, nous devrions prendre connaissance, nous devions prendre conscience également du projet qui existe contre la RDC. Cette guerre ici du Congo a fait pratiquement plus de 20 ans. Ouais. À l'époque, on disait que c'était entretenu par les régimes passés. Mais aujourd'hui, lorsque le chef de l'État arrive à décréter l'état des sièges, nous constatons la présence physique des militaires rwandais sur notre sol, portant uniforme et carte d'identité rwandaise. Alors que nous avons décrié cela, la communauté internationale a émis des réserves pour les reconnaître. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est clair, le Rwanda est outillé. C'est vrai que nous partons au niveau des organisations internationales, des organisations régionales pour porter la voix du Congo, pour demander à ce que le Rwanda soit reconnu. Mais au-delà du fait que cette communauté émet des réserves pour reconnaître l'implication du Rwanda, nous-mêmes Congolais, que faisons-nous? On continue à alimenter des discours qui produisent la division entre les Congolais. Vous savez, sur la situation de l'Est de la République, nous devrions parler le même langage. Opposition, majorité, société civile. Mais à quel discours assistons-nous? Aujourd'hui, c'est un discours pour certaines personnes qui voudraient faire croire que le Congo est faible à cause de son leadership, alors que ce leadership, en décrétant l'état des sièges, a révélé au monde entier aujourd'hui que... Entre-temps, on arme le Rwanda. On arme le Rwanda, et de notre côté, nous sommes victimes d'un embargo qui permet à ce que la RDC ne peut pas importer des armes sans autorisation, sans en informer la communauté internationale. Voilà le problème. Donc pour nous, nous disons, c'est la tradition normale, effective du complot qui existe contre la RDC. Donc ce que nous on doit faire en interne, c'est d'abord être solidaire avec nos FARDC, être derrière les chefs de l'État, derrière les initiatives qui sont prises pour pouvoir ramener la paix au Congo. N'attendons pas à ce que la communauté internationale puisse prendre des sanctions contre le Rwanda, parce que cette communauté internationale est aussi complice. On doit les dire ici. On ne doit pas avoir peur de les dire parce que nous sommes à la RTNC. On doit les dire et ça doit être entendu dans le monde entier. Est-ce que c'est cela qui avait justifié les manifestations contre la MONUSCO? Mais effectivement, hein, les manifestations, le président du Sénat s'est retrouvé dans le cadre de ses vacances parlementaires, devant la population. On n'a pas accusé le professeur Bahati. Mais injustement. C'est parce que vous savez, dans ces pays, il y a des politiciens qui pensent que le pouvoir vient de la communauté internationale. Donc, ils ne peuvent pas faire le bras de fer avec la communauté internationale, sinon la communauté internationale, en perspective des échéances électorales, pour ceux qui pensent être candidats président de la République demain, ils disent, si nous dénonçons la communauté internationale à travers la MONUSCO, demain, cette communauté internationale va me refuser son appui. C'est comme ça que beaucoup de leaders politiques ont émis des réserves pour aller en solidarité avec le président du Sénat, qui a porté la voix de la population du Nord Kivu, qui est victime pendant plus de 20 ans. Et cette population a exprimé son ras-le-bol. Donc moi je crois que la communauté internationale devrait en principe comprendre les messages que la population du Nord Kivu et du Sud Kivu a passé à travers l'assaut qu'ils ont pris des installations de la MONUSCO, que nous réprouvons. Nous sommes contre ces attaques, mais aussi ces attaques montrent à suffisance que notre communauté, notre population en a marre de la présence de la MONUSCO. Entre-temps, Donald, le Rwanda continue à exploiter et à exporter les matières précieuses exploitées sur le sol congolais. Pourquoi ceux qui achètent doivent acheter? C'est aussi la question. Les multinationales. Pourquoi ils achètent? Parce que c'est des minéraux dits minéraux de sang. De sang, oui. Alors pourquoi on achète le minerai de sang quand on sait que le Rwanda lui-même a de problèmes avec la République démocratique du Congo, d'où il pille ses richesses? Voyez-vous? C'est aussi ça. C'est aussi ça l'inquiétude. Parce que finalement, j'ai suivi vos confrères de, je crois, New York Times, quand ils avaient interviewé des autorités rwandaises, en train de poser des questions, mais pourquoi votre production minière a baissé? Il fallait
interroger la réserve. Où sont vos réserves? Mais les Rwandais n'ont jamais répondu à la question. Voyez-vous? Parce qu'ils savent qu'avec l'état des sièges, tel qu'il a été mis par le président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles, eh bien, cet état des sièges a réduit sensiblement le pillage que les Rwandais faisaient. C'est ce qui a d'ailleurs, entre autres, poussé le président Kagame à commencer à parler n'importe quoi et à n'importe qui. Voyez-vous? Mais il y a une question que vous avez posée sur le professeur Bahati. Moi, je salue le courage du professeur Modeste Bahati. Le courage de dire tout haut ce que la population pense. Il ne faut pas qu'on se leurre, comme je l'ai dit souvent. La population en a ras-le-bol. Et tout ce que la population attend, c'est peut-être un mot d'ordre pour faire quoi que ce soit. Voyez-vous? Et le prof, il n'a pas dit à la population de faire ce qu'elle a fait. Il a constaté avec la population que depuis que la MONUSCO est là, ça fait plus de 20 ans, la guerre ne finit pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Dites-moi un peu. En d'autres mots, c'est comme si on disait la RDC, soutenue par l'ONU, ne sait pas faire la paix. Donc l'ONU est devenue autant impuissante qu'elle peut assister la RDC pour ne pas finir la guerre. C'est que soit cette ONU est effectivement impuissante, ou soit elle est complice. Mais l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'elle est complice. Voilà. Parce que là, on ne peut pas comprendre. Et voilà pourquoi il y a même des compatriotes qui pensent qu'il fallait intéresser les autres puissances qui sont en mesure de venir, comme ils le font ailleurs, imposer la paix ici chez nous. Et donc, parce que nous sommes dans cette perspective-là, moi je conseille... Quelle puissance? La Russie? Ben, la Russie, je crois que c'est une puissance à ces jours. Bon, voilà. Qui a fait ses preuves. Mais je ne suis pas en train de conseiller la République. La République n'a pas résolu non plus d'aller voir qui que ce soit pour ça, parce qu'on ne sous-traite pas notre sécurité. C'est un aspect qu'on pourra aborder. Alors, il y a encore, Chris, un autre point chaud qu'il faudrait regretter dans notre pays et qui ressemble à ce qui s'est passé dans le Kassai avec le Kabouena Sapo, ou encore avec le massacre de Yombi. Vous avez deviné, je vais parler de ces violences communautaires entre les Teke et les Yaka aujourd'hui. Est-ce une situation entretenue, comme j'ai semblé entendre quelques voix insinuer cela, ou alors il s'agit effectivement des problèmes qui sont nés de la mésentente entre les deux communautés? Non, je crois qu'on doit apprendre à notre peuple les vivre ensemble. Nous avons un sérieux problème d'y vivre ensemble. Mais ces populations ont toujours vécu ensemble depuis des années. Non, mais justement, nous avons un problème parce qu'on considère toujours dans les vivre ensemble qu'il y a des autochtones et de ceux qui sont arrivés après. Alors que tous sommes Congolais. L'article 30 de la Constitution dit que tout Congolais peut ériger son domicile partout où il veut. Moi, je suis de Kinshasa. Mais je peux me réveiller un matin, j'ai dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais habiter Goma. Et aucun Gomatracien n'a le droit de me traiter comme un étranger sur le territoire congolais, quoique je ne sois pas natif de là. Alors, devient que... Ce qui se passe avec nos amis, la communauté. Oui, les Bateke et les Bayaka. Non, mais justement, les Teke considèrent que les Yaka sont arrivés, ils les ont trouvés sur les territoires, et que ces derniers devront, en principe, commencer à payer la redevance pour résider sur les territoires congolais. Et pendant un temps, ils ont accepté. Et finalement, les ras-le-bol est arrivé. Ils ont dit non, comment est-ce qu'on peut payer des redevances alors que nous sommes Congolais pour habiter sur notre territoire? Voilà d'où est parti les problèmes. Malheureusement, la situation a été très mal gérée et nous comptons des victimes. Moi, je crois qu'il y a un travail qui devrait être fait pour le mieux vivre ensemble. Au niveau du gouvernement, au niveau de nos assemblées provinciales, au niveau de nos leaders politiques, pour dire aux Congolais que nous sommes un peuple. Parce que là, je ne peux pas considérer que nous formons une nation, nous sommes un peuple, mais chacun veut s'attribuer la paternité ou, c'est pas, son attachement avec les sols pour dire c'est chez moi ici, ce n'est pas chez toi. Je crois qu'on a vécu la même situation avec nos amis au Katanga, on a vécu la même situation dans les Kassai, on a vécu la même situation, je crois, à l'Équateur avec les Niélé. Oui. On doit, en tant que leader politique,
je salue l'initiative. Je vois Jean-Pierre Bemba sillonner les pays aujourd'hui pour appeler à la paix, à l'unité entre les peuples du côté de l'Équateur pour dire que nous sommes un. Et c'est ce travail qui doit être fait dans toutes nos communautés. Et il y a les conséquences sur le plan économique et même social. Aujourd'hui, tous ces enfants sur ces terrains de violence n'ont pas retrouvé le chemin de l'école. Mais effectivement, il y a toujours des conséquences. Et ça, c'est grave, ça. Lorsque vous comptez plus de 150 ménages incendiés, si nous prenons la moyenne de 5 personnes par famille, vous voyez le nombre que ça fait. Et ces personnes devront être prises en charge. Et aujourd'hui, les écoles qui devraient recevoir les élèves pour la rentrée scolaire abritent des familles sans abri. Ce qui retarde la rentrée scolaire dans ces coins-là. Donc moi je crois, on doit nous apprendre les vivre ensemble. Je crois que le gouvernement est en train d'apporter des solutions pour soulager cette population. Mais au-delà de ce que le gouvernement apporte, je crois qu'on doit nous enseigner, nous Congolais, les mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, vous voyez à travers les réseaux sociaux comment certaines communautés sont insultées, indexées, parce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Je crois qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. On doit avoir l'âme congolaise. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas l'âme congolaise. Il a l'âme tribale. On doit faire ce travail-là. Ce qui est regrettable d'ailleurs. Mais c'est ce qui est regrettable. Aujourd'hui, je crois il y a un travail de fond qui doit être fait. Et tous les Congolais devront s'y mettre pour qu'il y ait un travail de sensibilisation, qu'il y ait un travail d'appel à la paix, à l'amour, au mieux vivre ensemble, qui permettent à ce que chaque Congolais se sente mieux sur toute l'étendue du territoire national, où qu'il soit. Malheureusement, ça nous retarde sur le plan économique, oui, sur le plan économique également. Vous avez raison, parce que on ne va pas... Que ce soit dans les Kivu, dans l'Ituri et même dans les Bandundu. Ouais, c'est malheureux comme constat. Vous trouvez que les gens alimentent des conflits pour des raisons qui ne tiennent pas la route. C'est vrai, chacun peut avoir raison dans son coin, mais nous devons privilégier le nationalisme. Je vais rappeler encore que ce n'est pas une situation qui commence aujourd'hui. Nos pères de l'indépendance, au début, donc je veux dire en 1960, si vous voyez comment le parti politique était constitué, c'était des partis ethno-tribales. Donc ça veut dire, ici, nous avons les gens de tel coin qui font leur parti. Et la solution, ça a été le mouvement national congolais. Et alors, c'était Lumumba qui a porté ce combat-là. Pour dire, on doit arrêter avec nos tribus. On doit arrêter avec nos ethnies. On doit faire un mouvement national pour permettre à ce pays d'aller loin. Lumumba a des fans partout. Chez les Yaka, il y a des fans de Lumumba. Chez les Teke, il y a le fan de Lumumba. À l'Est, il y a des fans de Lumumba. Tous les Congolais soutiennent leur héros national. Mais est-ce qu'on va soutenir notre héros national seulement avec deux paroles? Il y a aussi les Ema et les Lendou. Les Ema, les Lendou, on ne va pas parler de tous ces groupes qui se bousculent. Aujourd'hui, soi-disant, c'est les droits des terres. Il faut que tous on commence d'abord par reconnaître que les frontières que nous avons en Afrique sont des frontières artificielles qui ont été tracées. Et donc, nous sommes unis par le sort. Ça veut dire, il y a d'autres nations ou d'autres communautés qui ne sont pas avec nous, pas forcément parce qu'ils ne sont pas nos frères, mais parce que les limites artificielles nous ont séparés. On a accepté ça et on a accepté de vivre comme une nation. Et parce qu'on l'accepte, on doit le prouver par notre idéologie, notre manière de... Regardez aujourd'hui. On a failli revivre ça au Katanga. Au Kasaï aussi. Avec les Kamina Sapou. Au Katanga, entre communautés kassaïennes et katangaises. Heureusement que les autorités politiques se sont mobilisées. Avec en premier le président de la République. Il y a eu des conférences. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Les communautés vivent ensemble. Les Congolais sont hospitaliers. Je répète, très hospitaliers. Arrêtons avec ce venin tribal qui veut nous séparer entre nous. Si on a accepté de recevoir sur nos terres 3 millions de personnes avec leur ménage, comment ne pouvions-nous pas être en mesure de vivre entre nous? Pourquoi on doit nous séparer? Donc, je salue pour ce conflit entre les Yaka et les Teke, les décisions du gouvernement, qui ont tendu d'abord à la suspension des autorités territoriales,
pour dire, ben écoutez, vous êtes administrateur de territoire, nous sommes à Kwamut, il y a tout ça qui s'est fait, vous entretenez ces conflits jusqu'à ce qu'il y ait exacerbation. Alors pourquoi vous avez attendu? Nos politiques, il y a des élus de cette région qui sont ici à Kinshasa, il y a des autorités provinciales, il y a tout le monde. Mobilisons-nous, les leaders de masse, le pasteur, le musicien, chantons l'amour, chantons les nationalismes. Parce que regardez aujourd'hui même le président de la République, il suffit qu'il nomme quelqu'un parce que je m'appelle Kabasele. Ça devient un problème aujourd'hui. Pourquoi il a nommé Kabasele? Donc s'il est compétent, on ne peut pas le nommer parce qu'il appartient à, je vais dire, un même coin ou une région linguistique avec le président, ça devient un problème. Pourquoi on cultive ça? Pourquoi on doit s'appuyer sur ça pour faire notre politique? Est-ce qu'on doit être un bon politicien parce qu'on prêche les tribus, parce qu'on prêche la séparation? Moi, je pense qu'on doit aller au-delà pour voir ces pays se développer demain. À l'UDPS, chez nous, s'il vous plaît, directeur, chez nous, à l'UDPS, on ne nous prêche jamais ça. J'ai besoin de le dire au monde. Nous vivons à l'UDPS avec tout le monde. Vous pouvez être Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba. Nous vivons comme des frères. Quand on est mort dans le combat, voilà, c'est bien entendu. Directeur, on n'est pas mort parce qu'on était Kassaïen, c'est bien entendu. Pas parce qu'on était Mungala, on est mort parce qu'on combattait des régimes qui étaient dictatoriaux et qui n'avaient rien à voir avec les autre conséquence qu'il faut redouter aujourd'hui, c'est sur le plan de l'organisation des élections. Effectivement. Est-ce qu'on ne risque pas de compromettre le processus? Non, mais moi je crois L'Ituri, une grande partie. Nord Kivu, n'en parlons pas. Et puis c'est ce qui est en train de couver dans les Bandundu. Je ne voudrais pas faire des projections négatives. Parce que les élections, ce n'est pas demain. Mais c'est demain déjà. Mais je ne suis pas dans la perspective de ceux qui pensent que l'état des guerres ou l'insécurité va demeurer jusqu'à ce que nous allions aux élections. Ah oui. Moi, je suis optimiste. Ça, c'est un optimisme Justement, je crois, je fais confiance au gouvernement de la République. Je suis convaincu qu'avant les élections, la paix sera rétablie sur toute l'étendue du territoire national. Parce que je fais confiance à notre gouvernement qui a pris des mesures qui vont dans le sens de ramener la paix à tout prix. Mais nous avons aussi des cas de jurisprudence dans ces pays. En 2018, pour ne pas aller très loin, nous avons connu les élections dans ces pays sans Béni. Nous avons connu les élections sans Yumbi. Voilà, ça ne doit pas constituer, pour ceux qui pensent que alimenter l'insécurité sera un prétexte pour que la RDC ne puisse pas aller à son rendez-vous constitutionnel, il faut dire à ceux-là que c'est une démarche périlleuse pour ces personnes-là. Parce que par le passé, nous avons connu ça. Et les élections se sont tenues dans le pays. Donc moi, j'ai dit, je ne suis pas dans cette approche-là d'une RDC dont l'insécurité devient le mode de vie permanent. Je suis dans une approche où tous les coins de la République puissent retrouver la paix pour permettre à ce que les élections qui sont constitutionnelles puissent se tenir sur toute l'étendue du territoire national. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je reste optimiste et je fais confiance au gouvernement de la République qui est en train de travailler à pouvoir ramener la paix et à la partie ouest de la République, à Kwamut, mais aussi à la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup Chris. Nous allons aborder la dernière partie de cette émission, puisque nous avons encore une bonne dizaine de minutes, je précise bien. Alors, l'affaire a fait grand bruit, ça fait bientôt une semaine. Les députés se feraient payer grassement, on parle aujourd'hui de 21 000 $ par personne. Mais de tous ceux qui ont réagi, il n'y a personne qui sait nous dire la vérité. Même les députés en fait, qui se défendent donnent chacun un montant qui est différent de l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette histoire? Merci, parce qu'il y a d'abord une question sur les élections. Je vais ramasser et puis... Oui, rapidement. Voilà, rapidement, oui. Écoutez, nous avons une bonne garantie pour les élections. C'est d'abord l'engagement du président de la République, c'est l'accompagnement technique de la CENI
qu'ils nous disent qu'ils sont prêts pour d'abord le moyen et la technique est disposée à avoir des élections. Malgré qu'il y a des experts de l'ONU dans leur rapport qui ont dit qu'avec tout ce décor planté, ils craignent que les élections n'aient pas lieu pour des raisons justifiées par eux. Même malgré ces raisons, malgré ce rapport, vous savez que c'est pour dont la violence en fait. Dans la violence, voyez-vous. Donc, au moins, les Congolais doivent être calmes, mais s'il faut leur poser la question entre la paix et les élections, je sais que tout le monde va choisir la paix. Malgré cette paix-là, il y aura élection. Ça, c'est important. Par rapport aux honorables députés. 21 000 $. 21 000 $. Nous sommes un parti, l'UDPS, le parti qui a milité pour le peuple d'abord. Donc, vous ne trouverez jamais l'UDPS soutenir... On assimile cela à de la corruption. Voilà, qui ait une certaine classe de personnes, députés nationaux, il faut leur donner tous les honneurs qui vont avec leurs fonctions, mais c'est exorbitant. Si c'est vrai qu'ils touchent 21 000 $. Et nous ne sommes pas prêts à accompagner les honorables dans cette demande, si cette demande se révèle vraie. Alors, parce que vous posez la question, regardez ce qui se fait. Ceux qui ont alimenté ce débat, non seulement qu'ils ont pris la manipulation comme mode de soulever tout un peuple, mais ils n'ont pas de preuves. Ce n'est pas sur base d'un constat. Non, mais je vous dis, je vais y arriver. Ils ont des députés là-dedans. Ils ont des députés là-dedans. Oui. C'est depuis 2019 qu'ils sont députés. 2020, ils sont députés. 2021, ils sont députés. C'est en 2022 qu'ils deviennent plus députés pour dire que maintenant, le salaire ou les émoluments exagèrent. Ça a exagéré aujourd'hui qu'hier. Nous disons, nous sommes personnellement, je me suis donné le devoir d'aller jusqu'auprès du Parlement pour m'enquérir de la situation. Mais les constats vont vous étonner. Oui, mais on ne sait pas combien ils touchent. J'ai eu droit à visiter. Personne ne sait combien touchent les députés aujourd'hui. J'ai eu droit, je vous dis, moi j'ai eu droit à visiter la direction de budget et de finances de l'Assemblée nationale. Tout ce que je vis, c'est le fiche qui circule, le fiche de paye de députés, qui établissent un montant avoisinant 16 millions de francs congolais. En dehors de ça, je n'ai pas vu un autre acte. J'aurais bien voulu que les amis qui disent que les députés ont 21 000 $ nous prouvent le 21 000 $. Officieusement. Mais si c'est officieux, on parle d'ailleurs des invisibles. Oui. Comment des gens très sérieux allons-nous parler sur des choses qui ne se voient pas, qui sont invisibles? Comment nous qui sommes visibles, on parle des invisibles? Mais écoutez, ils sont mieux placés, les députés, ils étaient mieux placés à nous dire la preuve que j'ai reçu 21 000 $. Voilà, parce qu'il n'y a quand même pas un seul franc qui passe sans que quelqu'un ne signe ou ne signale qu'il a reçu. Alors, si on avait toutes ces preuves, on peut voir. Mais au conditionnel. Alors, conditionnel. C'est important, directeur. C'est important. Je reviens à toi. Est-ce que la population n'a pas besoin de décrire ce scandale quand on connaît le salaire des fonctionnaires, par exemple, aujourd'hui? Il y a de quoi se révolter. Si cela s'avérait vrai. Oui, si cela s'avérait vrai, comme vous l'avez dit. Mais il faut d'abord partir des motivations de la personne qui fait ces affirmations. Quelles sont ses motivations? Donald Kabassel a rappelé ici que le mandat a commencé depuis 2019. Combien gagnait un député? Quel est le seuil normal pour que qu'un député ne peut pas dépasser comme émolument? Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais donné un montant. Non, mais justement, c'est la question qu'on doit se poser. Quel est le seuil qu'on doit ne pas dépasser pour considérer qu'à partir de ce montant, ça devient de trop? Il faut qu'on en parle. Mais 21 000 quand même. Non, justement, mais moi j'ai dit... Dans moi, un pays où le huissier touche 100 $. Non, mais vous parlez de 21 000 $. Kabassel vous a rappelé ici qu'il y a des députés qui ont prouvé, avec fiche de paye à l'appui, qu'ils ne touchaient pas ces montants-là. Voilà. De quoi on va parler? On parle de 21, on parle de 14 millions de francs congolais qui représentent 7 000 $, ou on parle de quoi? C'est là le débat aujourd'hui. Mais moi, au-delà de tout cela,
Je me dis parce qu'il y a certaines personnes qui voudraient charger le président de la République, qui voudraient charger le gouvernement. S'ils lisent l'article 100 de la Constitution, qui dit que l'Assemblée nationale, ou le Parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui disposent d'une autonomie administrative et d'une autonomie financière. Chaque chambre dispose d'une dotation propre. Ça veut dire que la dotation dont l'Assemblée nationale dispose lui permet, dans cette dotation, il y a quoi? Il y a la rémunération, il y a les frais de fonctionnement, il y a beaucoup d'autres frais dedans. C'est cette enveloppe qui constitue l'enveloppe de l'Assemblée nationale. Oui. Mais aussi, les salaires des députés, les émoluments des députés ne sont pas fixés par le gouvernement. Vous allez voir, il y a une vidéo qui est devenue virale de Vital Kamerhe qui dit, pendant son procès, il dit « Lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai multiplié fois 3 les émoluments des députés nationaux. » Il ne dit pas le gouvernement a multiplié. Il ne dit pas que le chef de l'État a multiplié. Il dit « Moi, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, j'ai multiplié fois 3 les émoluments des députés. » Ça veut dire... Lui, en tant qu'Assemblée nationale... En tant qu'Assemblée nationale, en tant que président de l'Assemblée nationale, disposant en tant qu'autorité budgétaire, dotation, voilà, en tant qu'autorité budgétaire, et de la dotation dont il disposait, il a estimé qu'il fallait placer les députés à un certain standing de vie. Mais voilà, les débats, il faut pas faire un débat, une fixation sur les députés nationaux. Il faut... la question des salaires dans notre pays doit être abordée dans son ensemble. On ne peut pas accepter qu'il y ait une certaine oligarchie qui permette à un seul groupe de gens... Mais il faut qu'il y ait... Justement. Transparence. Oui, mais la transparence, c'est effectivement comme vous l'avez dit, Chris. Ça devrait être connu, les salaires de tout le monde dans ce pays. Vous avez raison. Oui. Alors, c'est ce qu'on essaye de corriger. Parce que rassurez-vous, dans ce pays, le pays n'est pas géré qu'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que le pays est géré. Et d'ailleurs, pour les amis qui venaient de gérer le pays pendant 18 ans, vous ne savez pas combien touchait un président de l'Assemblée nationale, un député national. On ne savait toujours pas. Peut-être que c'est une bonne démarche qui va nous amener à faire un débat sur la rémunération des autorités publiques pour qu'on sache, comme en France ou ailleurs, combien on toucherait. Mais écoutez, même quand on est dans ce pays-là, on ne vous donne pas tous les avantages, on vous parle du fixe qui est perçu. Parce que les autres avantages sont, je veux dire, conjoncturels. Voyez-vous? Ça veut dire que c'est comme il y avait un député qui expliquait. Il dit, si je n'ai pas participé à une session parlementaire, voyez-vous, je n'aurai pas les jetons de présence. Je ne peux pas comptabiliser ça dans mon salaire. Si je ne participe pas à une commission, je n'aurai pas de prime liée à cette commission. Donc je ne peux pas comptabiliser ça comme un salaire parce que c'est occasionnel. Ça veut dire que quand vous êtes au sein de l'Assemblée nationale, il y a des choses, il y a des commissions qui se créent, il y a des choses qui se font. C'est quand vous participez, il y a peut-être de petits avantages par-ci, par-là qui sont perçus. C'est vrai, les Congolais ont besoin de savoir combien eux touchent. Et pourquoi le fonctionnaire, lui, il doit toucher moins. Voilà l'effort du président de la République. Il a dit qu'il faut qu'on revoie de 30% les salaires de tous les fonctionnaires. C'est déjà quelque chose, parce qu'on était resté statique pendant plusieurs années. Il a doublé le salaire de beaucoup dans la fonction publique, où je vais parler, par exemple, des agents à l'ESU. Ils sont passés de 222 000 francs à 700 000 francs aujourd'hui. Vous voyez, quand vous allez au ministère de la Justice, vous avez vu que les salaires ont été revus. C'est au fait cette pratique-là qui doit être pour assurer l'équilibre social. On ne dit pas que le député doit toucher de la même façon que l'huissier. Non, parce que le député, il a un mandat. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer non plus. Ça, c'est vrai. Hein? Parce que même si vous allez ailleurs... C'est l'argent de toute la population. Je suis d'accord. Il ne faudrait pas qu'il y ait une catégorie qui s'arroge une trop grosse part au détriment des autres. Non, mais par exemple, on ne va pas, vous n'allez quand même pas... on n'est pas dans cette réflexion en train de dire que si un ministre touche 10 000... Donc, ça veut dire qu'un fonctionnaire doit toucher 10 000. On n'est pas en train de dire ça. Ça veut dire qu'il y a toujours cette injustice. Catégorisation. Cette catégorisation permet qu'il y ait une injustice, mais acceptable. Parce qu'ils sont placés à un certain niveau, ils ont beaucoup de responsabilités peut-être que les autres,
ils gèrent beaucoup plus de fonds que les autres, ils doivent avoir leurs conditions de vie un peu assurées. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait une sorte de fossé entre ce que toucherait le dernier d'entre nous et le premier d'entre nous. Voilà. Il fallait rétrécir cet équilibre pour permettre à la balance d'être un peu juste. Et ça, c'est notre combat. C'est le combat de Tshisekedi. C'est le combat de l'UDPS. C'est ça. C'est le combat de l'AFDC. C'est le combat de nos partenaires. Et donc, nous ne voulons pas que les Congolais puissent nous ficher comme des gens qui militent pour qu'une certaine classe soit considérée au détriment de l'autre. Nous sommes venus essayer de balayer ces déséquilibres. Et combattre l'injustice, c'est cela. Combattre l'injustice. Non, mais c'est consacré dans notre Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo consacre la solidarité, consacre la redistribution équitable des richesses du pays, consacre aussi la justice sociale. Et je crois que le gouvernement de la République, mon ami Kabassele a rappelé les efforts qui sont engagés dans le sens de pouvoir améliorer. Il n'a pas cité d'autres administrations. Je rappelle ici que les amis qui sont par exemple à la DGDA, bon, il ne faut pas parler de salaire de gens sur les plateaux parce que ça peut créer aussi des problèmes chez eux à la maison. Mais je dis, il y a une sorte d'amélioration qui se passe au niveau de toute l'administration. Les gens posent la question, comment rencontrer le pouvoir d'achat du Congolais avec cette inflation dans le marché, avec la crise? Mais la meilleure manière, c'est de pouvoir améliorer aussi les salaires. Et le gouvernement a compris que la meilleure manière de pouvoir rencontrer le panier de la ménagère, c'est de pouvoir alléger les charges du militaire en améliorant son solde, c'est d'améliorer les conditions du fonctionnaire, c'est d'améliorer les conditions de tous ceux qui sont employés. Donc moi je crois, comme j'ai dit, on doit militer, on doit travailler. Ce n'est pas encore la perfection, ce n'est pas encore ce que nous voulons, c'est encore peu ce que gagnent les Congolais, les communs des Congolais, mais il y a des efforts qui sont engagés au niveau du gouvernement pour permettre à ce que chacun là où il est puisse bénéficier quand même, de jouir des dividendes que la République est en train de produire. Voilà, merci Donald, merci beaucoup Chris. Merci. Nous nous retrouvons dans 15 jours, c'est promis, pour commenter d'autres aspects qui touchent à l'actualité. Je vous dis merci à vous tous qui avez suivi cette émission et à très bientôt.